Bienvenue à tous, aux élèves que nous connaissons déjà et à ceux que nous accueillons pour la première année, dit-elle de sa voix ferme. Bienvenue à tous pour ce premier banquet de notre nouvelle année à Poudlard, école de magie et de sorcellerie. En réponse, il y eut un grand cri unanime de tous les étudiants assis derrière James. Il jeta un coup d'œil vers eux, scrutant la foule. Et soudain, il remarqua Ted, assis à la table de Gryffondor, les deux mains en porte-voix autour de la bouche, entouré par un groupe de filles et de garçons, tous plus beaux les uns que les autres. James essaya de lui sourire, mais Ted ne le remarqua pas. Tandis que les applaudissements diminuaient, la directrice McGonagall continua. « Je suis heureuse de constater que vous paraissez si excité à l'idée d'être ici. Soyez assurés que c'est le cas aussi pour vos professeurs et toute l'équipe de l'école. Espérons que ce bel esprit de compréhension mutuelle perdurera toute l'année. » Elle fouilla des yeux la foule, s'attardant sur certains individus. James entendit les chaises remuer, puis le silence tomba, tandis que certains sourires se faisaient un peu coupables. « Et maintenant, » continua la directrice, en se tournant vers une chaise posée sur l'estrade que venaient d'apporter deux élèves plus âgés, James remarqua que l'un d'entre eux était le préfet, Stephen Metzger, qu'ils avaient rencontré dans le train. « Nous allons suivre la tradition de chaque première rencontre de l'année et laisser le choix-peau décider de la maison à laquelle appartiendront nos nouveaux élèves. Les premières années, veuillez approcher de l'estrade. Je vais appeler vos noms un par un, puis vous montrer, et vous vous installerez sur ce siège. » James ne suivit pas la suite. Il connaissait très bien le processus de la cérémonie que ses parents lui avaient rappelé encore et encore. Durant les jours précédents, il avait été terriblement excité à l'idée de découvrir dans quelle maison il irait, sans penser à rien d'autre. Tout à coup, il réalisait que son excitation avait en fait dissimulé une terreur horrible. Parce que le choix-peau serait la première des épreuves qu'il aurait à traverser, afin de prouver qu'il était réellement le digne héritier que ses parents espéraient, que tout le monde sorcier avait d'ores et déjà décidé. James lui-même ne s'en était rendu compte qu'en voyant un article de la Gazette du Sorcier quelques semaines plus tôt. C'était un petit article, bien juteux, du genre « Qu'arriverait-il si… » En le lisant, James avait connu sa première sueur froide. L'article commençait par une biographie synthétique de la vie de Harry Potter, désormais marié à son amour de jeunesse, Ginny. Il annonçait aussi que le fils aîné de Harry et Ginny Potter rentrerait cette année à Poudlard. Et James n'avait pu oublier la dernière ligne de l'article. Il s'en souvenait encore mot à mot. Toute l'équipe de la Gazette du Sorcier, comme tout le reste du monde magique, adresse ses vœux les plus sincères au jeune Monsieur Potter, qui, n'en doutons pas, sera le digne héritier d'un homme légendaire. Qui sait, peut-être surpassera-t-il même notre bien-aimé héros. Et que dirait l'équipe de la Gazette du Sorcier et le reste du monde magique si l'enfant du bien-aimé héros et de l'homme légendaire était envoyé par le choix-peau ailleurs qu'à Gryffondor? Avant de quitter le quai 9¾ James avait confié à son père son inquiétude à ce sujet. « Un sorcier est tout aussi valable en venant de Gryffondor ou de Poufsouffle, de Serre-d'Aigle ou de Serpentard, James, » avait dit Harry, accroupi devant son fils, la main posée sur son épaule. James avait serré les lèvres, sachant bien à l'avance que ce serait la réponse de son père. « Est-ce que ça t'aurait réconforté, autrefois, avant que tu t'asseyes sur cette chaise pour mettre le choix-peau sur ta tête ?» avait-il demandé d'une petite voix sérieuse. Tout d'abord, son père n'avait pas répondu. Puis, il avait souri un peu tristement avant de secouer la tête. « Tu sais, à l'époque, je n'étais qu'une andouille, morte de peur, sans la moindre idée de ce qui m'attendait. James, mon garçon, n'essaye pas d'être comme moi, d'accord ? Nous connaissons de très grands sorciers et sorcières qui ont appartenu aux 4 maisons. Je serais fier et honoré que mon fils soit admis dans chacune d'entre elles. » James avait hoché la tête, mais sans trop y croire. Il savait bien que, malgré tous ses beaux discours, son père voulait, espérait, le voir à Gryffondor, la maison où sa mère et lui avaient été, comme tous ses oncles et tantes, comme tous les héros de toute légende qu'on lui avait racontés durant son enfance. Après tout, Godric Gryffondor lui-même avait été le plus grand sorcier des 4 fondateurs de Poudlard.
Et pourtant, à présent, debout devant l'estrade, à examiner le choix-peau présenté par la main maigre de la directrice McGonagall, James découvrit que ses peurs et inquiétudes avaient disparu. Durant les dernières heures, il en avait peu à peu pris conscience, et tout à coup, la réponse évidente était juste en face de lui. Depuis le début, il avait cru ne pas avoir le choix, cru être obligé de suivre les traces de son héros de père. Et bien entendu, il craignait de ne pas être à la hauteur d'une telle tâche et de faillir. Mais s'il y avait une alternative, si James n'essayait même pas. Il leva les yeux, le regard flou, tandis que le premier des élèves était appelé sur l'estrade. Le choix-peau fut déposé sur sa tête, cachant presque ses yeux affolés et curieux à la fois. James était figé, raide comme une statue, qui aurait eu les cheveux noirs de son père, rebelle et ébouriffé, et les traits de sa mère, ouverts et expressifs. Et s'il n'essayait pas de vivre dans l'ombre de son père? Après tout, ce serait génial de suivre sa propre voie, une voie différente, une voie que lui-même aurait choisie. Et s'il commençait immédiatement, à l'instant même, juste là, sur cette estrade, en ce premier jour, en étant envoyé n'importe où, mais pas à Gryffondor. Ça n'aurait pas réellement d'importance, à moins que... « James Potter !» annonça la voix de la directrice, avec sa façon spéciale de faire rouler le dernier R de son nom. James sursauta et la regarda éberlué, comme s'il avait oublié son existence. Elle lui parut être gigantesque, debout sur cette estrade, le bras tendu vers lui, désignant de l'autre le choix-peau, désormais posé sur une chaise, où il jetait une ombre triangulaire et menaçante. James s'apprêtait à avancer et à monter les quelques marches, quand soudain, il y eut un bruit derrière lui. Il se figea, à la fois surpris et inquiet. Il eut soudain la crainte irrationnelle d'avoir exprimé ses pensées à haute voix et de s'être trahi. Serait-ce la table des Gryffondor qui le huait? Mais ce n'était pas une huée, mais un applaudissement, poli et contenu, en réponse à l'appel de son nom. James se tourna vers la table des Gryffondor, un sourire de gratitude aux lèvres, une expression déjà joyeuse sur le visage. Il découvrit alors que ce n'étaient pas eux qui l'applaudissaient. Ils restaient assis, immobiles. La plupart des têtes étaient tournées vers la source du bruit. James suivit leurs regards. L'ovation provenait de la table des Serpentards. Il en resta tétanisé. Toute la table le regardait, avec des sourires aguicheurs, et chacun d'entre eux l'applaudissait. L'une des élèves, une fille grande et très jolie, avec de longs cheveux noirs et de grands yeux brillants, était debout. Elle tapait des mains, en le regardant droit dans les yeux. Peu à peu, les autres tables s'en mêlèrent, et une ovation retentissante en résulta. « Oui, merci !» cria la directrice pour couvrir le bruit des applaudissements. « Ça suffit maintenant. Nous sommes tous très heureux de recevoir parmi nous cette année le jeune monsieur Potter. Veuillez reprendre vos places. » James se monta lentement vers l'estrade, tandis que les applaudissements cessaient. Il se tourna pour faire face à la grande salle et s'assit sur la chaise, tout en entendant la directrice marmonner. « Autant qu'on en finisse, pour pouvoir dîner avant la prochaine équinoxe. » James la regarda, mais il ne vit que l'ombre énorme du choix-peau qui s'approchait de lui. Il ferma les yeux très fort et sentit une douceur fraîche lui tomber sur la tête, glissant sur son front. Tout à coup, le brouhaha disparut. James se retrouva en tête-à-tête avec l'esprit du choix-peau, ou peut-être était-ce le contraire. Le choix-peau parla, sans s'adresser réellement à James. « Potter, James, oui. Celui-là, je l'attendais. Le 3e Potter à venir sous ma visière. C'est toujours difficile avec eux. » D'après le ton, la voix semblait apprécier le challenge. « Du courage, oui, comme toujours. Mais le courage vient facilement aux jeunes. Quand même, voilà un vrai Gryffondor, comme tous les autres avant lui. » James sentit son cœur avoir un raté. Puis, il se souvint d'avoir souhaité une autre option, peu de temps auparavant, devant l'estrade, et il hésita. « Je n'ai pas à suivre les règles du jeu, pensa-t-il. Je n'ai pas obligatoirement
à devenir un Gryffondor. Il pensa aux applaudissements, au visage si agréable de cette fille aux longs cheveux noirs, et à la bannière verte et argent qui surplombait la table. « Il pense à Serpentard », dit le Choixpeau dans sa tête en étudiant cette option. « Bien sûr, c'est toujours une possibilité, comme son père. Il aurait fait un grand Serpentard. Mais il a refusé. Celui-là doute beaucoup de lui-même. Pour un Potter, c'est une première. L'incertitude est peu appréciée, aussi bien chez les Gryffondors que chez les Serpentards. Peut-être aurait-il ses chances chez les Poufsouffles. »« Non, pas Poufsouffle, pensa James. Une ronde de visages tournoyait dans son esprit. Ses parents, son oncle Ron, sa tante Hermione, tous des Gryffondors. Puis ils s'effacèrent, et James revit la fille à la table des Serpentards, qui lui souriait et l'applaudissait. Il se revit un peu plus tôt devant l'estrade, tandis qu'il pensait « Je pourrais trouver une voix différente, choisir une voix différente. »« Pas Poufsouffle, hein ? Oui, tu as raison. Oui, maintenant je vois. Tu es troublé, mais tu n'es pas indécis. Mon premier instinct a été correct, comme toujours. » Et tout à coup, le Choixpeau annonça à haute voix le nom de la maison où il envoyait James. Quand on lui enleva le Choixpeau de la tête, James crut un moment avoir entendu le mot Serpentard, qui renvoyait des échos d'un mur à l'autre. Avec une horreur soudaine, il jeta un coup d'œil sous la bannière verte et argentée pour regarder si on l'applaudissait à nouveau. Mais ce n'était pas le cas. C'était la table rouge et or qui était debout et claquait des mains. La table des Gryffondors. Étourdi par les cris d'acclamation et de bienvenue, James réalisa soudain à quel point cet accueil était différent des applaudissements sans âme qu'il avait entendus un peu plus tôt. Il bondit de sa chaise, courut le long des marches et fut aussitôt enveloppé par les siens. Des mains lui tapaient le dos, serraient la sienne, des voix indistinctes s'adressaient à lui. Une place fut dégagée pour lui, et tout à coup, une voix lui parla à l'oreille. « Je n'ai jamais douté de toi, mon pote, » dit quelqu'un avec enthousiasme. James se tourna, évitait de secouer la tête avec appréciation, avant de se rasseoir. Puis, James se détendit pour regarder la suite de la cérémonie. Tout à coup, il se sentait parfaitement heureux, au point qu'il avait la sensation d'être coupé en deux. Il n'avait pas besoin de suivre exactement les traces de son père, mais peut-être pourrait-il commencer demain à choisir d'agir différemment. Pour l'instant, il savourait le fait que ses parents seraient heureux d'apprendre que, tout comme eux, leur fils aîné avait été choisi par la maison Gryffondor. Quand le nom de Zane fut appelé, l'Américain se précipita et bondit sur la chaise comme s'il craignait qu'on lui prenne sa place. Il souriait déjà quand l'ombre du Choixpeau s'approcha de sa tête et y resta à peine une seconde avant de crier « Serre d'aigle !» Zane haussa les sourcils, puis fit une grimace comique, tandis que la foule éclatait de rire. Les serres d'aigle l'accueillirent bruyamment à leur table. Les autres premières années furent choisies un par un, et les tables des différentes maisons se remplirent peu à peu. Ralph Diddle fut l'un des derniers à monter sur l'estrade et à coiffer le Choixpeau. Il sembla se recroqueviller sous son ombre, et resta immobile un très, très long moment. Tout à coup le chapeau annonça « Serpentard !» James en resta sidéré. Il avait été certain que celui-là, au moins, de ses nouveaux amis, viendrait s'asseoir à ses côtés, à la table des Gryffondors. Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'était avec lui. Et l'un d'entre eux, contre toute attente, était devenu un Serpentard. James oubliait que lui-même avait presque réussi à se faire envoyer là-bas. Mais Ralph, un 100% né moldu? James se retourna et vit Ralph s'asseoir au bout de la table des Serpentards, dont quelques-uns lui tapaient dans le dos. À nouveau, la fille aux yeux brillants et aux longs cheveux noirs souriait, agréable et accueillante. Peut-être les Serpentards avaient-ils changé, pensa James. Mais ses parents auraient du mal à le croire. Enfin la directrice McGonagall fit emporter le chapeau. « Première année, » appela-t-elle. « Je vous signale que votre maison est votre nouveau foyer, mais que l'école représente votre famille. La compétition est une bonne chose, de temps à autre, mais n'oubliez jamais l'essentiel et à qui s'adresse votre loyauté. Et maintenant, dit-elle en repoussant sur son nez les lunettes qui avaient glissé, voici quelques annonces. Comme toujours,
la forêt interdite est strictement défendue à tous les élèves, de tous les niveaux. Et soyez certains qu'il ne s'agit pas simplement d'un avertissement pour la forme. Les premières années peuvent demander aux autres élèves, sauf à M. Ted Lupin et à M. Noah Metzger, dont les conseils sont définitivement à éviter, des renseignements sur les dangers qui existent en ne tenant pas compte de cette règle de sécurité. James suivit à peine le reste des annonces et s'occupa plutôt en étudiant les visages autour de lui. Zane, à la table des serres d'aigle, s'appliquait à vider un bol de noix qu'il avait accaparé. De l'autre côté de la pièce, Ralph croisa le regard de James et fit un geste de sa poitrine au reste de ses compagnons, comme pour demander si tout allait bien. James haussa les épaules, puis hocha la tête, sans se compromettre. « Et pour terminer, une dernière annonce d'importance, » dit la directrice, tandis que le brouhaha s'apaisait quelque peu. « Vous avez pu remarquer qu'il y a une chaise vide à la table des professeurs, sur l'estrade. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, à la fois qualifié et même expert sur le sujet. Il arrivera demain après-midi, en même temps qu'un groupe d'élèves, de professeurs et autres sorciers, dans le cadre d'un échange international d'un genre nouveau. J'espère vous voir tous demain après-midi dans la grande cour, pour l'arrivée de la délégation américaine de l'école Alma Aleron, au nom du département administratif de la magie. » Plusieurs cris surpris, mêlés de remarques ironiques, firent irruption dans la grande salle, tandis que les étudiants se mettaient immédiatement à commenter cette annonce plutôt incroyable. James entendit Ted dire « C'est un Yankee qui va enseigner la défense contre les forces du mal. Ces gens-là ne savent que regarder la télévision. » Tous ses amis éclatèrent de rire. James se retourna, cherchant Zane du regard. Quand il le trouva, il le pointa du doigt et mima « Des copains à toi ?» Zane posa la main sur son chapeau et salua bien bas. Peu après, les plats apparurent sur la table comme par magie, et James, comme tous les autres, plongea dessus avec appétit. Il était presque minuit, quand James arriva enfin devant le portrait de la grosse dame qui marquait l'entrée de la salle commune de la maison Gryffondor. « Mot de passe » chantonna-t-elle. James s'arrêta net. Il laissa son sac à dos vert glisser de son épaule et tomber lourdement sur le sol. Personne ne lui avait indiqué le moindre mot de passe. « Je ne le connais pas encore. Je suis de première année. Mais je suis un Gryffondor, » ajouta-t-il penaud. « Vous êtes peut-être un Gryffondor, » rétorqua la grosse dame en le regardant de haut en bas, d'un air de patience polie. « Mais vous ne rentrerez pas sans mot de passe. »« Peut-être pourriez-vous m'aider un peu pour cette fois ?» demanda James, en tentant un sourire charmeur. La grosse dame lui renvoya un regard froid. « Il est évident que vous n'avez pas du tout compris la signification d'un mot de passe, mon cher. » Il y eut de l'agitation, et un escalier non loin se mit brusquement en mouvement. Des marches apparurent et s'allongèrent vers le palier. Un groupe d'élèves plus âgés en descendit, chahutant et riant, et se bousculant les uns les autres. Ted était parmi eux. « Ted !» s'écria James soulagé. « J'ai besoin du mot de passe. Tu peux m'aider ?» Ted l'aperçut tandis qu'il approchait avec les autres. « Génie Solaris » dit-il. Puis il se tourna vers l'une des filles de son groupe. « Dépêche-toi, Petra. Il ne faut pas que le frère de Noah te voie. » Elle hocha la tête et passa devant James dès que le portrait de la grosse dame pivota pour révéler l'entrée de la pièce commune, où brûlait un grand feu. James s'apprêtait à la suivre quand Ted le retint par l'épaule. Il le fit pivoter et le ramena sur le palier. « Mon cher James, tu n'imagines quand même pas que nous allons te laisser grimper dans ton lit à une heure aussi indue. Il y a des traditions Gryffondor auxquelles tu dois te soumettre, merlipopette. »« Quoi ?» bafouilla James. « Mais il est minuit. » »« Tu es au courant ? Dans le monde des Moldus, minuit c'est l'heure du crime, ou l'heure des sorciers, » dit Ted d'un ton sentencieux. Bien entendu, c'est un raccourci. Il serait plus exact de dire « c'est l'heure des sorciers qui ont décidé de jouer quelques tours pendables aux Moldus du pays. » Mais je t'accorde que ça fait un peu long à retenir. Entre nous, nous disons seulement que c'est l'heure de lancer la capsule. Ted entraînait déjà James vers les escaliers. 3 autres Gryffondors les suivaient. « La quoi ?» demanda James, tout en essayant de ne pas trébucher. « Ce pied tendre ne connaît pas notre capsule, » dit Ted l'air chagrin, à l'attention de ses complices. «
et dire que son père est l'heureux possesseur de la carte du maraudeur. Pensez un peu, comme il nous serait plus facile d'agir si nous pouvions mettre la main sur un tel bijou. James, laisse-moi te présenter le reste des Gremlins, un groupe dont tu auras peut-être l'honneur de faire partie. Bien entendu, ça dépendra pour beaucoup de ta prestation de ce soir. Ted s'arrêta, se tourna et ouvrit les bras en grand, présentant les 3 autres. Voici mon bras droit, Noah Metzger, dont le seul défaut est d'avoir, bien malgré lui, un frère préfet en 5e année. Noah s'inclina profondément avec un sourire. Et voici notre trésorier, Sabrina Hildegarde, du moins quand nous réussissons par hasard à avoir un sou de côté. Une jolie jeune fille au visage couvert de taches de rousseur, ses cheveux roux retenus en l'air par une plume, sourit en hochant la tête. Et voici notre bouc émissaire, dans les cas extrêmes où de tels services sont exigés, Damien Damascus. Ted prit par l'épaule un garçon massif qui portait des lunettes à verre épais. Il avait un visage aussi rond qu'une citrouille et fit la grimace en grognant. Et voici enfin mon alibi, mon parfait écran, l'élève idéale que tous les professeurs adorent, Miss Petra Morgenstern. Tout en la présentant, Ted agitait la main avec affection vers la fille qui ressortait de la salle commune. En la voyant mettre quelque chose de petit dans la poche de son jean, James réalisa que tous les autres s'étaient changés, quittant leurs robes de soirée pour des jeans et des t-shirts sombres. « Tout est prêt pour le décollage ?» demanda Ted à Petra quand elle les rejoignit. « Affirmatif. Tous les systèmes sont opérationnels, capitaine, » répondit-elle. Damien ricana. Ensuite, le groupe se mit en route et descendit les escaliers. « Tu ne crois pas que je devrais moi aussi me changer ?» demanda James d'une voix tremblante, tandis qu'on lui faisait dévaler les escaliers. Ted le regarda et secoua la tête. « Non, dans ton cas ce ne sera pas nécessaire. »« Du calme, mon pote, tu vas avoir un franc succès, en quelque sorte. Attention, saute, il ne faut surtout pas poser le pied sur cette marche-là. » James sauta, et son sac à dos glissa de son épaule. Il se sentait entraîné par l'enthousiasme du groupe, mais surtout par la prise ferme de Ted sur son coude. En arrivant sur le palier d'un long couloir, éclairé par des torches, il trébucha et faillit tomber. Au bout du corridor, le groupe rencontra 3 autres élèves qui les attendaient dans l'ombre d'une statue massive représentant un sorcier bossu coiffé d'un immense chapeau. « Bonsoir, amis Gremlins !» chuchota Ted, tandis que tous les élèves se serraient les uns contre les autres dans l'ombre de la statue. « Voici James, le fils de mon parrain, un type qui s'appelle Harry Potter. » James eut un sourire gêné devant les nouveaux visages, puis il remarqua le 3e du groupe. « James, dit Ted, voici nos serres d'aigle, Horace, Jennifer et... machin. » Il se tourna vers Jennifer. « Comment s'appelle celui-là » demanda-t-il en agitant la main vers le plus jeune du lot. « Zane, » répondit Jennifer, en posant le bras sur les épaules du garçon qui sourit et se laissa secouer sans protester. « Nous venons juste de le récupérer ce soir. Mais il y a un regard dans ses yeux qui m'a tout de suite fait penser à un Gremlins. À mon avis, il y a eu un lutin dans ses ancêtres. »« Il paraît que nous allons jouer à jeter la capsule, » dit Zane à James dans un murmure si enthousiaste qu'il s'entendit dans tout le couloir. « Ça me paraît bizarroïde, mais si c'est le bizutage local, je me suis dit qu'il fallait bien y passer. » James n'arrivait pas trop à déterminer si Zane plaisantait ou non, puis il réalisa que c'était sans importance. « Pas la jeter, la lancer, » corrigea Noah. James décida qu'il était temps pour lui de prendre une part active dans la conversation. « Alors, où est cette fameuse capsule, et pourquoi sommes-nous tous entassés dans ce coin derrière cette statue ?»« Il ne s'agit pas de n'importe quelle statue, » dit Petra, tandis que Ted s'accroupissait sous le socle, comme s'il cherchait quelque chose. « Il s'agit de Saint Lochimagus, à la production perpétuelle. Nous avons appris son histoire cette année seulement, et cela nous a amenés à faire une découverte, je dois dire, extraordinaire. »« C'est toi qui as trouvé, » corrigea Ted d'une voix étouffée. « Toute seule. » Petra pencha la tête puis acquiesça. « C'est vrai, » admit-elle calmement. « Du temps de ton père, » dit Noah, alors que Ted gratouillait toujours derrière la statue, il y avait plusieurs passages secrets qui permettaient d'entrer et de sortir de Poudlard. Mais ça, c'était avant la bataille. Ensuite, plusieurs parties du château ont dû être reconstruites, et les travaux ont fermé les vieux passages. Mais ce qui est drôle, dans un château magique,
c'est qu'il semble sans arrêt s'y creuser de nouveaux passages. Nous n'en avons trouvé que 2, et ce grâce à Petra et à nos amis cerfs d'aigle ici présents. Saint Lochimagus, à la production perpétuelle, est l'un d'entre eux, et il correspond exactement à sa devise. Noah indiqua du doigt les mots gravés sur le socle de la statue. Ingitur, qui movo, qui movea. Soudain, Ted poussa un grognement triomphal, et il y eut un claquement sonore. « Vous ne devinerez jamais où c'était caché ce soir, » dit-il en grommelant derrière la statue. Dans un grincement de pierre, la statue se redressa aussi haut que son dos bossu le lui permettait, puis elle sortit de sa niche et traversa le couloir d'un pas légèrement déhanché. Elle disparut par une porte qui, James le remarqua, ouvrait sur les toilettes des garçons. « Que signifie sa devise ?» demanda James, tandis que les gremlins se plongeaient, un par un, dans l'ouverture dégagée par le départ de la statue. Noah grimaça un sourire en haussant des épaules. « Quand faut y aller, faut y aller. » Le passage menait à un escalier, avec des marches de pierre dallées. Les gremlins se les descendirent bruyamment, puis se firent des signes chutes les uns aux autres, lorsqu'ils atteignirent une porte fermée. Ted poussa le panneau, l'entrouvant à peine, et jeta un œil prudent par la fente. Peu après, il ouvrit la porte en grand et indiqua d'un geste silencieux aux autres de le suivre à l'extérieur. De façon totalement inexplicable, la porte donnait dans un apprenti, près du terrain d'entraînement de Quidditch. James remarqua les gradins illuminés par le clair de lune. Ils paraissaient immenses et menaçants dans le silence nocturne. « Le passage ne fonctionne que dans un sens, » expliqua Sabrina à James et Zane, tandis que le groupe courait sans bruit pour traverser le terrain de Quidditch et atteindre la colline au-delà. « Si tu entres dans la cabane sans être passé par le tunnel, il est impossible de trouver la porte. C'est vraiment pratique parce que, même si nous sommes pris, personne ne pourra nous rattraper par le tunnel. »« Avez-vous déjà été pris ?» demanda James un peu haletant en courant après elle. « Non, mais c'est la première fois que nous essayons de l'utiliser. Nous ne l'avons découvert que durant les derniers jours de l'année passée. » Puis elle haussa les épaules, comme pour dire « On verra bien ce que ça donnera. » La voix de Zane résonna dans la nuit derrière James. « Et que se passe-t-il si M. Grossenville sort des toilettes avant que nous ne soyons ressortis de son trou ?» James frissonna un peu devant l'image suggérée par cette formulation, mais il en admira cependant la logique. La question valait le coup d'être posée. « De toute évidence, c'est une question pour un cerf d'aigle, » annonça Noah, aussi calmement qu'il le put, mais personne ne lui répondit. Après avoir couru 10 minutes à l'orée d'un bois, faiblement éclairé par la lune, le groupe passa une clôture de fils de fer barbelés pour entrer dans un champ. Ted sortit sa baguette de sa poche arrière et approcha à travers un fourré de buissons et de mauvaises herbes. James le suivit et vit qu'il y avait derrière une vieille grange basse, en ruine et presque entièrement dissimulée par le lierre. « Allô, Mora !» dit Ted en pointant sa baguette sur le gros cadenas rouillé qui maintenait les portes fermées. Il y eut un éclair jaune qui frappa le verrou, puis se matérialisa sous la forme d'une main spectrale. Elle semblait protéger la serrure. Un index levé s'agitait de droite à gauche, en signe de dénégation, puis tout disparut. « Parfait. Le charme de protection est toujours en place, » annonça Ted d'une voix joyeuse. Il se tourna vers Petra qui avança vers lui, sortant de la poche de son jean une grosse clé rouillée. « C'est une idée de Jennifer, » dit fièrement Horace, le second cerf d'aigle. « Moi, j'avais proposé un autre geste. »« J'imagine, » dit Zane. « Ça aura été distingué. » Nous nous sommes dit que quiconque possédant une once de magie n'essaierait jamais d'ouvrir avec quelque chose d'aussi banal qu'une clé, expliqua Noah. Nous avons placé un sortilège de désillusion pour garder les moldus à l'écart. Mais ils ne viennent jamais ici. L'endroit est abandonné. Petra fit tourner la clé et ouvrit le cadenas. Puis, les portes de la vieille grange s'ouvrirent dans un silence surprenant. « Les portes qui grincent, c'est bon pour les novices, » dit Damien d'un ton docte en tapotant son nez épaté. James jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait dans l'ombre quelque chose d'énorme, plaqué contre le mur du fond de la grange. Il arrivait à peine à en distinguer la forme générale. En fait, ça ressemblait à une soucoupe volante des années 1960. « Génial !» cria Zane enchanté lorsqu'il comprit ce qu'il voyait. « On va lancer la capsule
Tu as raison, James, ça ne ressemble en rien au magicien d'Oz. Le magicien de quoi demanda Ted à James en aparté. C'est un truc de moldu, répondit James. Tu ne peux pas comprendre. Frank Tottington se réveilla en sursaut, certain d'avoir entendu quelque chose dans le jardin. Immédiatement alerte et en colère, il rejeta ses couvertures et balança ses jambes hors du lit, comme s'il s'attendait très exactement à ce genre de choses. « Zé » marmonna sa femme en soulevant sa tête endormie. « C'est encore ces vauriens de petits Grindel qui se sont introduits dans notre jardin » annonça Frank très mécontent, tandis qu'il enfilait ses pantoufles. « Je t'avais bien dit qu'ils venaient en douce la nuit, piétiner mes bégonias et voler mes tomates. Ah, les sales gosses » cracha-t-il. Il enfila une vieille robe de chambre, dont les pans claquèrent sur ses tibias nus, tandis qu'il descendait l'escalier 4 à 4. Avant de sortir, il récupéra, accroché à un clou, un fusil à canon-scie chargé de petits plombs. Les gonds de la porte de derrière grincèrent quand il ouvrit le panneau, le faisant claquer contre le mur extérieur en sortant comme un taureau enragé. « Très bien, petit salopiot. Lâchez immédiatement ces tomates et approchez vers la lumière pour que je vous voie. » Il leva son fusil d'une main, dirigeant le canon vers le ciel étoilé. Tout à coup, une lueur apparut sur sa tête, l'illuminant d'un rayon blanc qui résonnait d'un bourdonnement étrange. Frank se figea, le fusil toujours en l'air, braqué sur le rayon de lumière. Très lentement, il leva la tête et plissa les yeux. Son menton barbu jetait une ombre pointue vers l'avant de sa vieille robe de chambre. Quelque chose descendait vers lui. Il était difficile d'en deviner la taille. C'était rond, noir, avec de petites lumières qui clignotaient tout autour. Ça tournait sur lui-même et semblait descendre. Frank poussa un cri rauque, trébucha et faillit lâcher son fusil. Puis il se reprit et recula très vite, sans quitter des yeux l'objet qui bourdonnait toujours, et qui descendait, comme s'il était aimanté par son rayon de lumière. Le bourdonnement se fit de plus en plus fort, de plus en plus vibrant. Frank se baissa, ses genoux vacillants cédant sous lui. De terreur, il grinçait des dents. Tout à coup, il y eut un jet de vapeur et un sifflement, et une porte apparut sur les côtés de l'objet. C'était en pleine lumière. Frank halta, leva son arme et la tint à l'épaule. Un éclair de lueur rouge le fit sursauter. Il voulut appuyer sur la gâchette, mais rien ne se passa. La gâchette avait disparu, et à la place, il y avait une sorte de bouton rond collé à la crosse. Il baissa les yeux sur son fusil et le regarda de près, en état de choc. Ce n'était plus un fusil, mais une petite ombrelle avec une poignée de bois qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il reconnut immédiatement la présence d'un extraterrestre et il lâcha aussitôt l'ombrelle et tomba à genoux. Une silhouette, petite et mince, apparut dans le carré de lumière. Sa peau était verdâtre, avec des reflets pourpres. Sa large tête était informe, mais on devinait de grands yeux en amande à peine esquissés. Il commença à descendre la rampe pour avancer vers Frank, d'un pas qui paraissait prudent, presque maladroit. L'extraterrestre se pencha tout à coup en avant, puis trébucha et tomba à l'extérieur. Il agita les bras comme s'il s'apprêtait à s'envoler vers Frank qui recula, désespéré, terrifié. Le petit monstre avançait toujours, et son énorme tête sembla enfler encore davantage. Sous le coup de la panique, Frank s'évanouit. La dernière idée qui lui vint fut qu'il était étrange que l'extraterrestre porte sur l'épaule un petit sac à dos vert, franchement ordinaire. Même inconscient, Frank garda sur le visage une expression de surprise étonnée. Le lendemain matin, James se réveilla épuisé. En ouvrant péniblement les yeux, il étudia ce qui l'entourait. Il était dans un lit à baldaquin, dans une grande chambre ronde et basse, sous plafond. Le soleil brillait gaiement par la fenêtre ouverte, éclairant 3 autres lits, vides, aux draps froissés. Lentement, comme une chouette faisant le tour de sa cage, James revit les épisodes de la soirée précédente. Le choix-peau, la grosse dame, son ignorance du mot de passe, la rencontre de Ted et des Gremlins. Il s'assit d'un bond et passa la main sur son visage, tapotant ses joues, son front et ses yeux. Puis, il poussa un grand soupir soulagé. Tout paraissait redevenu normal. Quelque chose volta sur son lit, près de lui. Un journal local, que James ne reconnut pas.
Il était plié, de façon à mettre en évidence un article dont le titre annonçait « Un fermier affirme que des Martiens en soucoupe volante lui ont volé des tomates. » James leva les yeux. Noah Metzger était debout au pied de son lit, le visage très sombre. « Ils ne sont pas fichus d'écrire correctement capsule, dit-il.